auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Le Conseil national de la recherche agronomique, secrétariat permanent, a organisé un atelier de partage et d'échange des résultats de la recherche agronomique avec les parties prenantes hier 6 janvier 2025 à Ottawa. Suivez nos correspondants depuis la région. Le Conseil national de la recherche agronomique CNRA a organisé ce lundi 6 janvier 2025 dans la salle de réunion du gouvernorat d'Ottawa un atelier de partage et d'échange des résultats de la recherche agronomique avec les parties prenantes. C'est le ministre en charge de l'élevage et de l'agriculture, le colonel Al-Haji Mohamed Ousmane, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence des autorités régionales. Après la traditionnelle Fatia et l'hymne national, le premier responsable de la région de Tawa, le colonel-major Oumarou Tawaye, a dans son allocution souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants avant de saluer le courage du gouvernement du CNSP en général et celle du ministre de l'élevage et de l'agriculture en particulier. La présente rencontre, qui se tient après le lancement du programme Grande Irrigation, constitue pour la région de Tawa l'accompagnement d'un symbole de l'engagement du CNSP, du gouvernement et de l'ensemble des producteurs et utilisateurs des résultats de la recherche, à s'unir et conjuguer les efforts pour trouver les voies les meilleures pour une agriculture résiliente. Au vu de la diversité des acteurs invités à cet atelier, notamment les chercheurs, pour partager avec nous des technologies et innovations importantes, la présence des producteurs, des multiplicateurs de semences à cette rencontre nous permettra d'adopter et d'apprendre une approche plus globale pour encourager et soutenir les initiatives privées portées par les nouveaux entrepreneurs agricoles, en particulier les jeunes et les femmes de notre région. Quant au ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, le colonel Mohamed Ousmane a, dans son discours du lancement, félicité et remercier le secrétariat permanent de la recherche agronomique CNRA dans la réalisation de cette initiative avant de parler des objectifs de cette rencontre de Tawa. Le développement du secteur agricole a un impact significatif et considérable sur la production alimentaire nationale, la sécurité alimentaire, la réduction de la dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires de base et le bien-être économique et social de nos populations. Ainsi, les missions de travail que j'ai conduites dans le Niger profond confortent ma ferme conviction que l'objectif assigné à l'agriculture nigérienne est à même d'apporter des réponses adéquates aux défis alimentaires et nutritionnels des populations du Niger, améliorer leur indice de bien-être. Cet objectif ne peut cependant être atteint sans une agriculture compétitive et résiliente qui utilise les technologies et innovations générées par les structures de recherche agronomique sur la base des contraintes des acteurs de chaîne de valeur agricole identifiés à la base. Cet objectif également ne peut être atteint sans une implication du secteur privé nigérien
et de la profession agricole qui, tirant les leçons de la fermeture des frontières, doivent résolument s'engager à s'investir dans l'agriculture afin de permettre au pays de produire des denrées de base de grande consommation. Notez qu'au cours de ces 3 jours de travaux, les participants vont présenter plusieurs communications sur le résultat de la recherche agronomique portant sur le riz, le maïs, l'oignon, le niévé, le manioc, la pomme de terre et les cultures fourrageuses. Le lancement officiel du tournoi de football féminin dans la région de Tawa. Pour plus d'éclaircissements, nous vous invitons à suivre un de ses membres. La Fédération nigérienne de handball, la FENIHAND, a organisé du 27 au 31 décembre 2024 la phase finale du tournoi de zone sur le terrain de handball du stade municipal de Tawa. 3 zones étaient présentes en hommes et en dames. À la fin des différentes rencontres, l'AS Police de Niamey a remporté le titre devant l'AS Stade Général Sénécoutier de Niamey en hommes sur un score de 27 à 16. En dames, l'AS GNN de Niamey a été sacré champion devant l'AS DIAM de Niamey sur un score de 16 à 10. Les 2 coachs nous livrent leur impression après le match. Ma première impression est que en fait, les jeunes en tout cas nous ont développé un handball qui a de l'espoir. L'autre équipe, l'AS Police, c'est juste par expérience qu'elle a pu en tout cas avoir le dessus sur ces jeunes-là. Et je me dis que quelque part c'est une fierté parce que nous savons que nous avons des jeunes sur lesquels en tout cas le handball peut compter. Ces gens en tout cas si on les suit correctement, ils peuvent en tout cas défendre valablement les couleurs nationales. Premièrement, nous avons un problème d'effectif, c'est-à-dire quand l'équipe n'a pas l'effectif, ça joue également parce que là, on va demander aux joueurs de fournir assez d'efforts, vous voyez un peu. Donc en faisant vraiment, en fournissant assez d'efforts et à l'intensité qui est là, on sait qu'il fait que vraiment les joueurs à un certain temps, ils sont obligés d'être fatigués et c'est vraiment un défaut parce qu'on va sentir ça, c'est clair. Moi je confiance à mon équipe, c'est des jeunes, donc ils ont vraiment du potentiel. Je suis confiante. Et vraiment, je les encourage à persévérer parce qu'être à une 2e place, c'est déjà un atout. Puisque même l'année passée, on était aussi en finale avec la police pour le zonal. Donc vraiment, c'est déjà un avantage et je les encourage. La direction technique nationale de la FENIHAND a apprécié le niveau technique des équipes qui ont pris part à cette rencontre de Tawa. C'est un tournoi que la fédération a initié comme 2e compétition à caractère national depuis le mois d'octobre. Et c'est une compétition qui a été répartie en 3 zones. Nous avons la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Maintenant, la zone 1 et 2, toutes les compétitions ont été déroulées à Niamey. Nous avons déterminé les champions et nous sommes au niveau de la zone 3 et nous avons déterminé le champion de la zone 3. Maintenant, ce sont les différents champions de 3 zones qui se sont retrouvés pour la phase finale à Tawa. Présentement, nous sommes à la finale et finale zonale. Et ça, c'est dans le cadre du programme de la Fédération pour le développement du handball. Non seulement à la base, ce tournoi a été organisé avec la première édition aussi de tournoi zonal de centre. Les tournois zonal de centre, ce sont les différents centres de la zone 1, zone 2 et zone 3 au niveau national que nous avons fait ensemble comme la dernière fois au championnat national. Et nous sommes ici à la finale de la 3e édition de tournoi zonal qui concerne uniquement les seniors. Et nous ferons aussi la finale des 3 champions pour le centre, Inch'Allah. C'est une finale qui oppose l'AS Police à l'AS Stade Général Sénécoutier de Niamey. Donc c'est la zone 1 contre la zone 2 qui sont actuellement en finale. Et nous avons aussi la finale dames. On a vu la victoire de la garde nationale en dames face à l'université. Notez que la Fédération nigérienne de handball et la Ligue régionale ont mis en jeu beaucoup de prix en espèces et en nature pour motiver les jeunes à pratiquer le sport en général et le handball en particulier.
Une rencontre d'échange a été organisée le dimanche 5 janvier 2025 à Bangui, dans le département de Madawa, dans le but de faire une sensibilisation sur la culture de la paix, la consolidation de l'unité nationale et la cohésion sociale pour une paix durable au Niger. Suivez cet extrait. L'objectif principal de cette action est de mener une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la population nigérienne, notamment celle de Bangui, afin de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale, pilier d'un développement harmonieux du pays. Nos contributions spécifiques visent entre autres la consolidation de la paix, le renforcement de l'unité nationale et du dialogue social et la lutte contre la corruption et la défense de la souveraineté nationale. Nous œuvrerons également par conséquent à sensibiliser les citoyens à la cohésion sociale pour les biens du peuple nigérien, à promouvoir un environnement de tolérance afin de prévenir les conflits sociaux récurrents. La paix et l'unité nationale doivent impérativement être préservées des ambitions démesurées de certains acteurs. En tout cas, il s'agit de valeurs fondamentales exigeant une vigilance constante. L'unité nationale, la culture de la paix, la cohésion sociale, la tolérance et la solidarité constituent des piliers essentiels à promouvoir activement notre devise fraternité, travail, progrès. Nous appelle sans cesse à collaborer pour le développement de notre nation. Et de ce fait, la préservation de l'unité nationale fondée solidement par nos ancêtres au prix de sacrifices considérables constitue une obligation impérieuse pour aujourd'hui et pour demain. Il nous revient de défendre les valeurs ainsi forgées par nos illustres prédécesseurs. Le Conseil national des OSC appelle la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité de notre frontière en signalant tout individu suspect ou comportement menaçant l'ordre public. Je suis convaincu que nos travaux contribueront significativement à la progression de notre action commune pour un Niger prospère et paisible. Par ailleurs, le Conseil national des OSC réitère son soutien indéfectible au CNSP et au gouvernement de transition et lance un appel pressant à l'endroit de tous les citoyens, chacun en ce qui les concerne, d'accompagner le CNSP dans la sauvegarde et la consolidation de la paix chèrement acquise à respecter les lois et règlements de règles. Enfin, notre organisation exprime sa profonde gratitude à la haute autorité à la consolidation de la paix pour son soutien à l'organisation de cette rencontre. Hors de nos frontières, à Abidjan, un navire marchand transportant 3000 tonnes de nitrate d'ammonium a été intercepté par les autorités ivoiriennes et doit faire l'objet d'études en raison des risques liés à cette cargaison. Pour plus de précisions, suivons ensemble cet élément de VOA Africa. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est le volume de matière que transporte le Zimrida, un navire qui est censé arriver ce lundi au port d'Abidjan, intercepté par les autorités ivoiriennes. Il doit pour l'heure faire l'objet d'un examen approfondi en raison des risques qu'il présente. En effet, c'est le nitrate d'ammonium qui avait déclenché l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 lors d'un incendie faisant plus de 220 morts. Le Zimrida, venu d'Angleterre, et battant pavillon de la Barbade, devait décharger 3000 tonnes de ce produit à Abidjan. Mais selon les autorités ivoiriennes, cette cargaison serait avariée et donc potentiellement dangereuse pour les populations. Une réunion a de ce fait été organisée ce lundi avec le propriétaire de la marchandise et le transporteur pour un examen approfondi du sujet. En attendant les résultats de cette réunion, la Côte d'Ivoire retient son souffle. En effet, le pays reste traumatisé par l'affaire Probo Koala en août 2006 de ce navire qui avait débarqué à Abidjan plus de 500 mètres cubes de déchets hautement toxiques issus d'hydrocarbures. Et au moins 17 personnes étaient mortes et des dizaines de milliers d'autres avaient été intoxiquées. Ange Bichounomignon pour VOA Afrique à Abidjan.
En Guinée, dans quelques quartiers de Conakry, un mot d'ordre de manifestation a été lancé mais n'a pas été suivi. Dans le quartier de Koloma, quelques jeunes ont commencé à se manifester, mais aussitôt les forces de défense et de sécurité les ont dispersés. TV5 pour ce reportage. Un lundi tranquille pour ces gendarmes postés carrefour Koza sur la route Le Prince. Une zone de Conakry traditionnellement très mobilisée les jours de manifestation. Le mot d'ordre n'a pas été suivi, mais si les citoyens ne se sont pas risqués à battre le pavé, Conakry tourne au ralenti. Cet enseignant, par exemple, a renvoyé les quelques élèves qui avaient rejoint sa classe et n'a pas donné cours. Pour lui, les forces vives de Guinée, qui avaient appelé à manifester, ont tout de même marqué des points. Le secteur dans lequel moi j'évolue, l'éducation, ça n'a pas étudié. Donc je dirais que la manifestation a eu un impact. La circulation elle est morose, donc il y a la psychose dans la cité, pratiquement les gens sont à la maison. Des jeunes ont bien tenté d'embraser des poubelles et de dresser des barricades sur la route, ici, quartier Koloma. Mais les forces de sécurité, présentes en masse, les ont aussitôt dispersés. Comment les gens peuvent-ils manifester dans ces conditions? Quiconque dit la vérité se voit interpellé. C'est ce qui nous fait peur et nous retient de manifester. On a tous une famille qui compte sur nous. Le calme également à Wanindara, un quartier où il y a eu beaucoup de violence ces derniers mois, les jours de mobilisation. Ces jeunes se sont spontanément organisés et sillonnent les rues pour prévenir tout débordement. On agit pour nos mères, nos parents et tous les natifs de Wanindara, pour sensibiliser nos petits frères. On ne laissera plus personne mettre la pagaille dans nos quartiers. On n'est pas contre les manifestations, mais on ne veut plus de dérapage. Une initiative saluée par ses habitants. Wanindara a mauvaise réputation. Tout le monde parle des mauvaises pratiques dans ce quartier les jours de manifestation. Des gens étaient agressés ici, leurs biens volés par des jeunes incontrôlables. C'est très grave. Au moins un mort a été signalé à environ 2 km de là, à Sonfonia, dans la grande banlieue de Conakry. Un jeune homme tué par balle, tiré selon le père de la victime par un membre des forces de sécurité. Les autorités n'ont fait aucun commentaire sur ce décès. Après avoir formalisé son adhésion au groupe des BRICS en août 2023, l'Indonésie devient officiellement membre de BRICS en ce mois de janvier 2025. Suivez ce reportage de Africa News. L'Indonésie rejoint officiellement les BRICS, un bloc d'économies émergentes qui gagne en influence. Après avoir été approuvé par les dirigeants en août 2023, l'Indonésie a choisi de formaliser son adhésion sous son nouveau gouvernement élu. Le ministre des Affaires étrangères indonésien a salué cette nouvelle dans un communiqué publié mardi, tout comme le Brésil qui assure cette année la présidence tournante du groupe. Le gouvernement brésilien a souligné que l'Indonésie, avec sa vaste population et sa dynamique économique, partage les valeurs du bloc, notamment la réforme des institutions mondiales et la coopération sud-sud. Le pays rejoint un groupe déjà composé de 10 États dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Avec l'entrée de la première économie d'Asie du Sud-Est, les relations économiques entre ces nations devraient se renforcer. Le bloc devra aussi affronter les défis du retour de Donald Trump, opposé à l'abandon du dollar par les BRICS. Les propos tenus ce lundi à Paris par le président Macron ont poussé les présidents tchadiens et sénégalais à réagir et imposer aux dirigeants français le respect des Africains et de reconnaître la valeur de leur sacrifice. Retrouvons encore un reportage de Africa News. Les propos incendiaires du président Macron tenus lundi à Paris ont déclenché l'ire des dirigeants africains. Par voie de communiqué, le Tchad a appelé les dirigeants français à respecter les Africains et reconnaître la valeur de leur sacrifice, notamment lors des 2 guerres mondiales, pour défendre la France et pour lesquels aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé à ce jour. Même son de cloche du côté de Dakar où le Premier ministre a répliqué au président français qui estime que
les États souverains en Afrique doivent leur survie aux bases françaises et que leur réorganisation était l'œuvre de Paris. Des propos totalement erronés, répond Ousmane Sonko, avant d'ajouter que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité au Sahel. Bouclons cette édition avec la revue de sport, actualité, transfert, rencontre sur les clubs de haut niveau. Excellente suite des programmes sur la radio et télévision. Tambra, bonne soirée. On débute en France avec l'équipe qui souligne dans son édition du jour la métamorphose de l'OM. Depuis la claque au Vélodrome face à Auxerre en novembre dernier, le club s'est transformé au point d'être aujourd'hui le seul dauphin du PSG. Une performance permise grâce au travail du coach Roberto De Zerbi. D'abord sur le plan humain, où il n'a pas hésité à être plus exigeant avec ses joueurs sur le travail à l'entraînement, tout en renforçant la cohésion avec les différents stages réalisés. Il a également opéré un changement dans la hiérarchie, le retour au premier plan de Rongier en est le meilleur exemple. Il y a eu le passage du 4-2-3-1 au 3-4-3 et la montée en puissance de Rabiot. Voilà les quelques ingrédients de la progression de l'OM. Ça roule aussi pour le PSG, à en croire le journal. Cette victoire au trophée des champions et les quelques jours de stage avant ont permis de souder les liens du groupe et d'apaiser les tensions entre Luis Enrique et certains joueurs. Mais même pendant cette euphorie, le Parisien ne perd pas de vue le dossier Kolo-Muani, toujours en instance de départ. Le quotidien fait la liste des prétendants et explique que son départ d'ici la fin du mercato hivernal est une évidence. Reste à savoir simplement la forme que cela va prendre. Tottenham et Manchester United sont les deux clubs les plus crédibles pour l'accueillir, avec à un degré moindre la Juventus selon The Athletic. La direction parisienne attend un prêt avec une option d'achat. On termine en France avec John Textor qui serait entré en négociation avec un groupe d'investisseurs saoudiens pour vendre 45% de ses parts de Crystal Palace pour environ 180 millions d'euros. Une rentrée d'argent qui serait la bienvenue pour convaincre l'ADNCG de laisser l'OL tranquille au moins à court terme. Direction l'Italie où on a eu droit à un match de dingue. Finale de Supercoupe d'Italie, derby de Milan, une affiche de rêve qui a tenu toutes ses promesses. C'est l'AC Milan qui s'est finalement imposé comme le placard de la Gazzetta. Et les Diables Rouges reviennent de très très loin. L'Inter menait 2-0, puis Théo Hernandez a sonné la révolte sur coup franc. L'opération remontada est enclenchée et l'AC Milan est parvenu à l'emporter 3-2 alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but. L'homme de cette finale, c'est Raphaël Leao selon la presse italienne. Entré en jeu en début de deuxième mi-temps, il a changé le visage de son équipe. On a retrouvé le vrai Leao pour la Gazzetta, celui qui a fait gagner le Scudetto au Milan en 2021 ou qui a détruit le Real à lui tout seul cette saison. C'est lui qui a obtenu la faute sur le but de Théo. Il est à l'origine de l'égalisation et a donné la passe décisive à Abraham pour le 3-2. Le Corriere est sous le charme de l'artiste et salue également le coaching de Sergio Conceição. En 2 matchs, il remporte déjà un trophée et gagne la confiance des joueurs et de sa direction. Sinon dans le reste de l'actu italienne, la Repubblica nous apprend que Manchester United a approché Naples pour s'offrir Victor Osimhen. Sauf que le Nigérian a fermement refusé de quitter Galatasaray en courte saison. Une décision qui a rendu fou Aurelio De Laurentiis, son président, qui a déclaré qu'il reste où il est, dit à Galatasaray de l'acheter. Et du côté de la Juve, on lance une grande offensive sur Ronald Araujo. Le club turinois le veut au plus vite et a intensifié les discussions. Un prêt est à l'étude. On file en Angleterre avec le choc entre Arsenal et Newcastle pour la demi-finale de Carabao Cup ce soir. Le Sun annonce un duel de haut niveau entre les deux coachs, Arteta et Howe, nom avec lequel le journal fait un jeu de mots. C'est en référence au 0-0 entre les deux formations, il y a 2 ans. Le coach des Toffees était rentré dans la tête d'Arteta dans un match sous haute tension. Son comportement sur le banc peut parfois agacer, demander à Unai Emery ou encore Ange Postecoglou. Comme le relaye le Mirror, l'entraîneur de Tottenham est dans le viseur de la fédération anglaise. Après le match, justement face à Newcastle il y a quelques jours, Postecoglou était furieux contre l'arbitre et a répété à 6 reprises que son équipe n'a pas été jugée de manière égale, sous-entendant un arbitre corrompu. Il risque une lourde amende et des matchs de suspension. A noter aussi la victoire de Forest 3-0 sur la pelouse de Wolverhampton, sous les yeux de Thomas Tuchel, présent en tribune. La bombe du jour en Angleterre nous vient du Daily Express. Alors qu'Amorim avait fait de son ancien joueur Victor Gyökeres sa priorité cet hiver, ses plans pourraient tomber à l'eau à cause du Bayern Munich. D'après le tabloïd, les représentants du Bayern ont entamé des discussions avec le joueur. Une clause de 100 millions d'euros est présente dans le contrat du joueur et le Bayern serait prêt à la payer. Le Portugais est plutôt chaud à l'idée de partir puisqu'il a mesuré les difficultés d'évoluer à United. Amorim, son ancien coach, est en galère et il ne veut pas vivre la même situation. Le joueur veut en plus disputer la Ligue des Champions l'an prochain, ce que le Bayern lui garantit et pas Manchester United. Le Bayern serait aujourd'hui en pole position dans ce dossier. Autre transfert, c'est celui de Marc Guéhi à Chelsea.
Sky Sports et le Daily Mail expliquent que les Blues sont prêts à racheter le défenseur 3 ans après l'avoir vendu. Palace veut le garder et l'évalue à 70 millions d'euros. Chelsea va donc devoir sortir le chéquier. On boucle notre tour en Espagne avec la victoire 5-0 de Madrid contre Minera. Une équipe changée du sol au plafond. La jeunesse a été mise à l'honneur. Lorenzo, Diego Aguado et Chema ont fait leur premier pas. Hendrik, titulaire pour la 2e fois de la saison, est passé à côté au contraire de son coéquipier Arda Güler, auteur d'un doublé. Premier but de Modric à 39 ans en Coupe du Roi, bref, une bonne soirée pour le Real. Et en coulisses, ça s'agite pour la présidence du club. Une nouvelle élection arrive et le prochain président sera connu avant la fin du mois de janvier. Les délais peuvent même être encore plus courts, à condition qu'il n'y ait qu'un seul candidat, comme ça devrait être le cas. En 2021 par exemple, Florentino Pérez a été réélu président du Real après un processus qui n'a duré que 13 jours. L'histoire devrait se répéter. Pérez est l'ultra favori pour garder la présidence. C'est beaucoup moins la joie à ce niveau pour Joan Laporta. Le président espère une réponse positive du Conseil supérieur du sport pour l'inscription d'Olmo. Une affaire qui est la goutte de trop pour beaucoup de socios et des opposants. Comme le révèle Sport, une motion de censure va être déposée par Jordi Farré, la même personne qui en avait lancé une contre Bartomeu en 2021 et qui avait abouti. Il pense que Laporta est un problème pour l'avenir du club et qu'il n'a pas sa place. En effet, les groupes de socios, plateformes et associations liées au club du Barça ont publié dimanche dernier une lettre ordonnant le départ de Laporta et de son conseil d'administration. Un refus d'inscription d'Olmo ce soir pourrait pousser les derniers réticents à finalement vouloir se débarrasser du président. C'est tout pour ce matin, merci de votre fidélité et rendez-vous tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.